La Haute Cour de justice s'active pour accueillir les premiers procès. Ses membres renforcent leurs connaissances sur les procédures qui entourent les procès. François Hollande ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017 en France. Le président français a rendu publique sa déclaration hier soir. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Vers une énorme surprise politique en Gambie, selon plusieurs sources, le président Yaya Jammeh au pouvoir depuis 1994 serait en passe de perdre les élections présidentielles. Selon le président de la commission électorale, il devrait reconnaître sa défaite d'un moment à l'autre en direct de la télévision publique. Son challenger, Adama Barrow, serait largement en tête. Si cela se confirme, ce serait un véritable séisme politique dans ce pays, dirigé d'une main de fer par Yaya Jammeh depuis 22 ans. Au Burkina Faso, les procès s'ouvriront en principe bientôt devant la Haute Cour de justice. Les membres de l'instance se préparent. Ils bénéficient d'une formation ce jour sur les procédures qui entourent les procès. Roger Bembamba, Maïmouna Traoré pour les précisions. Les membres de la Haute Cour de justice, ils ont compétence à connaître des actes commis par le chef de l'État et les membres du gouvernement. De nombreux dossiers seront bientôt sur leur table avec les procès tant attendus des membres du gouvernement déchus. Nous ne pouvons pas enjamber les cadavres de nos fils, de nos filles, pour parler de développement de ce pays, pour parler de cohésion sociale. Il faut faire la lumière sur ces actes-là. Ceux qui ont tiré sur nos fils et nos filles, ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur eux, doivent répondre devant l'histoire. Les Burkinabés ont donc le regard tourné vers eux, ils en sont conscients et se préparent. Nous avons eu l'occasion de dire, à l'occasion de notre installation le 4 mars, que nous devons dire le droit dans toute sa rigueur. Dans toute sa rigueur, sans pression, ni économique, ni financière, ni de quelque nature que ce soit. Être stoïque et puis dire le droit au nom du peuple, pour la paix sociale, pour la cohésion sociale. Cette formation porte sur le rôle des 3 organes de la Haute Cour de justice, la Chambre de jugement, le parquet et la commission d'instruction. Le réseau national de lutte anti-corruption annonce les 11e journées nationales du refus de la corruption du 1er au 9 décembre prochain. C'est Bobo Dioulasso qui accueille l'événement organisé conjointement avec le PNUD et les associations de lutte contre la corruption. La nécessité du contrôle populaire de la gestion de la chose publique, c'est le thème de ces 11e journées dont les activités ont démarré depuis le 27 novembre. Maïmouna Traoré pour les précisions. La 11e édition des Journées du refus de la corruption met l'accent sur le contrôle populaire de la gestion de la chose publique. Une nécessité selon le RENLAC car il incombe aux citoyens de s'engager dans la lutte contre l'impunité et de dénoncer tout acte et fait de corruption. Toutes les couches socio-professionnelles seront donc associées à cette célébration. Nous pensons que la chose publique sera bien gérée lorsque la conscience des populations va s'élever et qu'elle va s'impliquer à faire en sorte que, en termes, j'allais dire, de contrôle, elle puisse contrôler donc cette gestion de la chose publique. Le programme des journées prévoit des conférences publiques sur le thème, des théâtres-forums, des projections-débats, ainsi que des jeux radiophoniques et des émissions en langue nationale et en français. Les activités de sensibilisation et de promotion des valeurs telles que l'intégrité vont ponctuer les journées nationales de refus de la corruption 2016. Pour faire écho à la mission première de ces journées, qui est de conscientiser les populations et d'interpeller les pouvoirs publics. Ces journées nationales de refus de la corruption serviront également de lieu d'échange et de réflexion
sur l'application de la loi anticorruption. Les 11e journées du refus de la corruption se tiennent dans un contexte marqué par l'affaire des tablettes remises aux députés, la publication des résultats de l'audit de la transition et les enquêtes parlementaires sur le foncier et le secteur des mines. La brigade de recherche de gendarmerie nationale vient de démanteler un réseau de présumés arnaqueurs, des faussaires qui se faisaient passer pour des douaniers pour soutirer de l'argent à leurs victimes via un porte-monnaie électronique d'un opérateur téléphonique mobile de la place. Les présumés escrocs ont été présentés à la presse en présence de Issa Kafando et Abdul Rasmane Zongo. Ils sont 3 individus dont le cerveau est en cavale, présentés ici comme des arnaqueurs non-stop, mais la gendarmerie vient de fixer un stop à leur arnaque. Ces faussaires se font passer pour des douaniers, leur cible les commerçants, dont l'argent est extorqué via le réseau Airtel Money. Explication. Depuis quelque temps, la brigade de recherche de gendarmerie de Ouagadougou a constaté un nombre élevé de plaintes relatives à une nouvelle forme d'arnaque. Les auteurs de ces faits se passent pour des douaniers et proposent à leurs victimes, essentiellement des commerçants, des marchandises de tout genre et à coûts très dérisoires. C'est en voulant se faire livrer ces marchandises à bon prix que toutes les victimes se sont faites gruger. Gruger, c'est le mot, car une trentaine de personnes l'ont été, dont la plus grande victime reste le sieur Akapo, dépouillé de la bagatelle d'environ 1 300 000 francs CFA. À présent, il peut remercier le ciel, mais également la terre, oui. Le travail de Foumi des Pandores a permis de débusquer ce réseau. Mais aujourd'hui, je suis fier quand même que la gendarmerie a pu mettre la main sur ces malfrats-là. Et je veux qu'ils soient vraiment sévèrement punis. Et je veux aussi rentrer en possession de mes fonds. Cette rencontre fait donc office d'appel et de sensibilisation de la population qui doit accélérer la cadence de sa vigilance, mais également renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité. Autre point de l'actualité, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur veut mettre en œuvre l'assurance qualité. Il se tient à Ouagadougou une rencontre de validation sur l'état des lieux de l'assurance en vue de prendre et de déterminer des actions fortes pour booster l'enseignement supérieur et garantir une harmonie des systèmes d'enseignement dans les universités et écoles supérieures de l'espace CAMES. Moussa Ouedraogo, Yolande Lompo. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est fort de cette assertion de Nelson Mandela que les sommités du monde de l'enseignement supérieur ainsi que les points focaux des 15 pays membres de l'espace CAMES réunis à Ouagadougou veulent faire de l'assurance qualité une réalité aussi bien au sein des ministères que des institutions d'enseignement supérieur. Pour qu'il y ait qualité, il faut que les universitaires, les enseignants, les dirigeants travaillent déjà à résorber les retards et à normaliser les années universitaires. Nous travaillons en même temps sur les programmes, sur leur pertinence. Il faut que celui qui sort de l'université soit employable. C'est toute cette problématique-là qu'on appelle l'assurance qualité. Cette rencontre internationale intervient après la signature le 8 mars dernier à Paris d'une convention entre le CAMES et l'UNESCO pour la réalisation d'actions concrètes en phase avec le programme Assurance Qualité du CAMES. Nous allons ensemble définir les règles et définir comment on peut dérouler ces règles pour que nous ayons les mêmes éléments de mesure et que nous puissions avancer ensemble de manière qualitative vers le haut. À l'occasion, des personnalités scientifiques, politiques ou administratives ayant œuvré au rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été élevés au rang d'officiers ou de chevaliers dans l'ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le chapitre sécurité alimentaire, le plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables de 2017 en cours de diffusion au département en charge de l'agriculture. Objectif du plan, assurer la sécurité alimentaire durable au Burkina Faso. La contribution des partenaires a été saluée à la rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou. Yacouba Gabene, Zoubaviel, David Dabiri. Ces partenaires au développement réfléchissent sur les stratégies en vue de mieux soutenir les populations vulnérables en 2017. Il s'agira également
d'identifier au cours de cet atelier les mécanismes pour résoudre les crises alimentaires au Burkina Faso. C'est un outil en fait qui renferme toutes les interventions ainsi que toutes les actions que nous devons mener bien sûr dans le but de prévenir et de répondre en cas de crise alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. L'initiative est soutenue par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Pour ces acteurs, les propositions qui découleront de cet atelier constitueront un référentiel en matière de lutte contre les vulnérabilités des populations. Le projet a pour un des résultats la réduction du temps d'intervention en situation de crise. Et qui parle de réduction du temps d'intervention en situation de crise suppose qu'il faut une grande préparation. Et cette préparation relève d'un des volets, la composante notamment la sous-composante diversification des sources de revenus et préparation à la gestion des crises pastorales. Et c'est cette préparation qui nous a amené à accompagner les ACE-CELSA depuis la conception jusqu'à la diffusion. Ces résultats seront pris en compte dans la mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme, dont l'objectif principal est de renforcer la résilience des populations vulnérables. L'appui à la gouvernance locale d'un projet de gestion intégrée de l'assainissement écologique à Ouagadougou se présente comme une source de revenus pour les personnes vulnérables. Le projet qui intervient dans la fabrication des fertilisants à partir des déchets a pour avantage d'assainir et de créer des emplois. Agleco, exécuté depuis 2013, prend fin cette année, d'où la visite des autorités municipales sur le terrain du projet Amadou Ilboudo au Moussissi. Sur ces sites d'expérimentation des associations Akonaz et Ratamanegré, l'on fabrique des fertilisants à base de l'urine et des fesses de latrine Ecosan. Ils sont ensuite stockés dans des contenants afin de permettre une bonne hygiénisation et une réduction des odeurs. Et quand on fait la collecte au niveau des ménages, on met dans les polytanks que vous voyez derrière. Et une fois le polytank plein, on le ferme hermétiquement. On ne l'ouvre pas pendant 45 jours. Pendant ces 45 jours, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme bactéries, tout ce qui est à l'intérieur se décompose et c'est ça qui permet d'hygiéniser. Ces réalisations sur ces sites d'expérimentation sont le fruit d'un partenariat entre la commune de Ouagadougou et ACF International. Un partenariat entrant dans le cadre de l'appui à la gouvernance locale d'un projet de gestion intégrée de l'assainissement écologique à Ouagadougou, Agleco. Et ces visiteurs d'un jour sont venus apporter leur soutien à ces associations à quelques jours de la fin du projet. Nous imaginons comme suite pérenne, ce serait effectivement que ces associations puissent être reliées à un circuit financier pérenne. Au bout du projet, vous savez, il y a un transfert qui doit être fait et la mairie est vraiment prête, après ce transfert-là, à accompagner donc les acteurs. Financé par l'Union européenne, le projet Agleco a débuté en 2013 et a coûté plus de 400 millions de francs CFA. En 3 ans d'existence, ce sont plus de 850 latrines Ecosan et douches puisards qui ont été réalisées au profit des ménages vulnérables. La filière viande cherche solution aux difficultés liées à l'exportation de la viande. Les acteurs se sont réunis à Ouagadougou pour se donner des idées en vue de trouver des réponses à leurs préoccupations. C'est Roger Kam, Nathalie Savadogo-Nabaloum. L'exportation de la viande est un des facteurs de la filière bétail-viande qui limite son potentiel contributif à l'économie nationale du Burkina Faso. Les acteurs de la dite filière, en concertation à Ouagadougou, veulent trouver des voies et moyens afin d'éradiquer les problèmes qui minent leurs actions. La plupart des exportations se font aujourd'hui sur pied et les acteurs ne sont pas suffisamment organisés de sorte à préserver même les acquis sur la chaîne de valeur. Alors, donc, ce qui fait que nous avons le devoir de les rencontrer et de mieux les positionner par rapport à ce qui peut être un enjeu majeur des années à venir. La SOGEAO, la société de gestion des abattoirs frigorifiques de Ouagadougou, est chargée de fournir de la viande saine à la population. Aujourd'hui, elle aussi connaît des difficultés. Il y a le fait que les tarifs d'abattage sont du ressort pratiquement de l'État. La société n'a pas de marge de manœuvre. Et quand c'est comme ça, il est difficile pour une société de se maintenir en équilibre. Deuxièmement, il y a le fait que les acteurs eux-mêmes n'intègrent pas à 100% l'abattoir pour les questions d'abattage. Il y a toujours l'abattage clandestin qui occupe une part importante. L'exportation des animaux sur pied occupe une place importante dans l'économie burkinabé.
Les propositions qui seront faites à l'issue de ces échanges devront permettre d'élaborer un document de plaidoyer pour le développement de la filière bétail-viande. Un mot de culture à présent avec l'installation ce mercredi des membres du comité national d'élaboration du deuxième rapport périodique quadriennal de la Convention 2005 de l'UNESCO sur l'expression de la diversité culturelle. Le rapport qui est attendu pour fin avril 2017 est relatif à la mise en œuvre de la Convention. Le comité est constitué d'une vingtaine de personnes que nous présentent ici Mathias Drabo et Kadi Sanogo. Voici les membres du comité national d'élaboration du rapport périodique quadriennal du Burkina Faso sur la Convention de 2005 de l'UNESCO. Ce comité, qui est composé de 20 membres issus des administrations publiques, des organisations de la société civile culturelle, de l'univers de la recherche scientifique, est dirigé par Désiré Ouedraogo, une équipe pluridisciplinaire qui a pour mission d'élaborer le rapport pays du Burkina Faso. C'est un comité qui comprend des experts, des personnalités d'une grande expérience, et le rapport qui nous sera fourni après au moins 4 mois de travaux intenses nous permettra d'évaluer la contribution du Burkina Faso dans la mise en œuvre de la Convention 2005. La mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles bénéficie du soutien de l'UNESCO. L'UNESCO accompagne le Burkina Faso dans l'élaboration de ce deuxième rapport périodique dans le cadre donc du projet Renforcer les libertés fondamentales pour la promotion de la diversité des expressions culturelles financé par la coopération suédoise. Ce deuxième rapport périodique permettra à notre pays d'honorer les engagements vis-à-vis de la Convention de 2005 et de mener des réflexions profondes sur les politiques publiques en vue d'une contribution forte à l'amélioration des conditions de vie des populations. En sport, les étalons locaux n'iront pas en finale du tournoi de l'UEMOA qui se joue à Lomé. Les hommes de Drissa Traoré d'Issaboter n'ont pu mieux faire qu'un match nul de 0 but partout face aux écuries du Bénin lors de leur troisième match des phases de poule. Un résultat insuffisant donc, puisque dans l'autre match du groupe, le Sénégal a écrasé la Guinée-Bissau sur le score de 5 buts à 0. Nous suivons nos envoyés spéciaux Paul David Bambara et Jean-Modeste Ouedraogo. L'aventure s'arrête là pour Saboteur et ses hommes à la 7e édition du tournoi de l'intégration de l'UEMOA. Classé deuxième du groupe B avant ce match, les étalons locaux avaient pour mission de battre le Bénin et espérer une défaite ou un match nul du Sénégal pour ceux ici en finale. Les champions en titre ont eu les pieds carrés face aux écuries du Bénin. Dominés à la première mi-temps par les Béninois, les Burkinabés sont restés sans réaction jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Drissa Traoré Saboteur donne un coup de jeune à son équipe. Razak Bénin, entré en jeu, est l'auteur de ce geste parfait, mais sa frappe touche le montant gauche du portier béninois. Score final 0-0. Hors de chez nous, en France, les socialistes doivent trouver leur candidat pour l'élection présidentielle de 2017. François Hollande jette l'éponge. Le président français a annoncé hier qu'il ne sera pas de la course à l'Élysée pour un second mandat, une déclaration reçue comme un coup de tonnerre en France et dans le monde. Logiquement sa une au coup de tonnerre politique de jeudi, la fin annoncée du mandat de François Hollande. Libération se met à la place du président sortant, ce sera 100 mois, titre avec malice le quotidien. Il est un peu plus de 20 h jeudi soir lorsque François Hollande rend publique sa décision. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Passé l'effet de surprise, tous les regards se tournent désormais vers le Premier ministre français, Manuel Valls, qui n'a pas fait mystère de son envie de reprendre le flambeau. Mais rien n'est joué. L'ancien ministre de l'économie Emmanuel Macron occupe déjà le terrain. Manuel Valls devra surtout affronter les candidats de la primaire socialiste, dont son ancien ministre Arnaud Montebourg, donné favori.
Tout en défendant son bilan, François Hollande s'en est surtout pris aux deux candidats de la droite et de l'extrême droite en tête des sondages. Le projet de François Fillon met en cause notre modèle social, estime Hollande. Quant à Marine Le Pen, son programme conduirait la France au désastre, dit-il. Ne reste plus qu'aux socialistes à trouver le bon candidat et le bon logiciel pour convaincre les Français. La primaire de la gauche a débuté le 1er décembre. C'est le jour qu'a choisi François Hollande pour se retirer de la compétition. Les quotidiens burkinabés, eux, se sont intéressés à l'élection présidentielle en Gambie et à l'arrestation des deux présumés arnaqueurs qui se faisaient passer pour des douaniers. Et c'est Touboum Evelyne Dabiré qui a lu les journaux pour nous. Les journaux affichent à la une l'arrestation de deux présumés escrocs de numéraire par la gendarmerie de Ouagadougou. Ces présumés escrocs que sont Issa Ouedraogo et Mahmoud Ouedraogo donnaient des vertiges à certains commerçants, souligne Le Pays. Les auteurs de ces faits se faisaient passer pour des douaniers qui arnaquaient principalement, via Airtel Money, des commerçants férus d'affaires louches, écrit aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga explique leur mode opératoire. L'un contacte ses futures victimes et leur propose la livraison de prétendues marchandises saisies par la douane et sur le point d'être vendues à vil prix. Et lorsque la victime mord à l'appât, l'engrenage se poursuit, envoie des sommes demandées par Airtel Money et, au final, le dépouillement de la victime. Mais ces faux douaniers sont désormais dans les mailles de la gendarmerie, annonce aujourd'hui au Faso. Le bilan de cette escroquerie est à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Hors du Burkina, la présidentielle en Gambie a intéressé les quotidiens qui ont analysé le mode de scrutin dans ce pays. Les Gambiens votent avec des billes, informe Citoyen. Notre temps explique le processus. Il s'agit de l'utilisation de 3 bidons aux couleurs des 3 candidats équipés d'un tube dans lequel l'électeur introduit sa bille. À l'intérieur, une sonnette de vélo émet un drink quand la bille tombe et le vote est ainsi valide. Un système atypique, bidon et ancien, selon le journal Notre Temps, mais qualifié de meilleur du monde par le président de la CENI gambien. Celui-ci souligne dans Citoyen que lors de l'élection de 2012, seulement 2 votes avaient été invalidés. Les 2 électeurs avaient placé leurs billes sur et non dans le baril de vote. Voilà, on reste en Gambie où l'on s'achemine vers une énorme surprise politique. Selon plusieurs sources, le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 1994, serait en passe de perdre les élections présidentielles. Selon le président de la commission électorale, il devrait reconnaître sa défaite d'un moment à l'autre en direct de la télévision publique. Son challenger, Adama Barrow, serait largement en tête. Et si cela se confirme, ce serait un véritable séisme politique dans ce pays dirigé d'une main de fer par Yahya Jammeh depuis 22 ans. Merci à vous d'avoir suivi les actualités de cette mi-journée. Un excellent après-midi à tous et à toutes.